Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 15 heures. Voici les titres. Warfa Hajj 2026, clôture d'une vaste session de sensibilisation au Palais du Peuple, marquée par des exercices pratiques et de nouvelles mesures d'accompagnement des pèlerins. Le Proche-Orient entré en vigueur d'un cessez-le-feu au Liban dans un contexte de forte tension régionale alors que Donald Trump évoque une possible fin imminente de la guerre avec l'Iran. Le sultan de Gobaad, Habib Mohamed Boko, adresse ses chaleureuses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la suite de sa réélection à la magistrature suprême. Cette victoire traduit la confiance renouvelée du peuple djiboutien et témoigne de la reconnaissance de son engagement en faveur de l'unité, de la paix et de la stabilité du pays. Le sultan de Gobaad réaffirme son soutien et son engagement à accompagner les efforts de développement et de cohésion nationale tout en saluant le dévouement de la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, au service des actions sociales. Autre information, l'Assemblée nationale de Djibouti poursuit avec succès sa participation active à la troisième journée de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue du 15 au 19 avril en Turquie. Cette journée marquée par la poursuite du débat général a permis au président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, de délivrer un plaidoyer solennel en faveur de la stabilité régionale, de la réforme institutionnelle et de la solidarité interparlementaire. S'inscrivant dans la thématique centrale de cette session, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures, le président de l'Assemblée nationale a souligné le rôle pivot de Djibouti comme vecteur de stabilité au cœur d'une corne de l'Afrique en proie à des mutations profondes. La stabilité institutionnelle demeure donc la condition première pour la mise en œuvre durable des objectifs de développement durable et la protection des générations futures. À ce titre, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé à la tribune de l'Union interparlementaire, à la tribune de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a prononcé une allocution axée sur la paix, la stabilité et la justice pour les générations futures. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Monsieur le Secrétaire général de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, chers collègues, permettez-moi, au nom de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, de saluer la pertinence de ce thème retenu pour cette 152e session de l'UIP, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Thème qui résonne force dans un contexte mondial marqué par des crises multiples, des tensions sécuritaires et une dégradation de la confiance entre les nations. Djibouti est un petit pays par sa taille, mais il aspire à être un grand acteur par son influence et sa responsabilité. Situé au cœur de la Corne de l'Afrique, nous sommes pleinement conscients. La stabilité de notre région influence la stabilité de notre continent et en retour, la stabilité mondiale. C'est dans ce rôle de pont entre les continents que notre pays entend consolider sa considération dans la paix, à la sécurité et au développement durable, en particulier dans un contexte où plusieurs pays voisins connaissent des situations de crise persistantes. Stabilité institutionnelle et responsabilité démocratique. En 2025-26, notre Assemblée nationale a adopté des réformes constitutionnelles qui ont suscité discussion et analyse. Ces réformes visent avant tout à assurer la stabilité institutionnelle dans un environnement régional marqué par les chaos de l'incertitude. Notre Parlement a choisi de consolider la continuité politique en considérant que la stabilité est la condition première pour la mise en œuvre durable des objectifs de développement durable ODD et la protection des générations futures. Ce choix
ne diminue pas en rien notre engagement envers la démocratie, la transparence et la participation citoyenne. Au contraire, il les renforce en offrant aux citoyens, au cadre prévisible et crédible pour la gouvernance. Dans une région confrontée à des crises multiples, Djibouti s'efforce de jouer un rôle de médiation régionale responsable. Nous avons ainsi contribué à plusieurs reprises à des initiatives de dialogue et de conciliation de la paix, notamment dans le cadre de l'IGAD, autorité intergouvernementale dont notre pays assure récemment la présidence. Le conflit du Sud et les tensions persistantes en Somalie rappellent avec force la fragilité de certains pays et la nécessité d'un engagement politique fort et durable. Djibouti se tient, prêt à continuer d'être un espace de dialogue et de concertation, un lieu de rencontre entre les parties pertinentes régionales, des organisations internationales et les acteurs de la société civile. Notre pays est stable et sécurisé, est en mesure d'offrir un environnement propice à la négociation, à la médiation et à la prévention des conflits. C'est dans cet esprit que nous attendons poursuivre notre contribution à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Est. Pour cultiver l'espoir et consolider l'avenir, notre Assemblée nationale inscrit l'éducation, la jeunesse et l'emploi au cœur de son action politique. Nous réaffirmons avec détermination que la paix durable repose sur l'accès universel à une éducation de qualité, sur le renforcement de la formation professionnelle, sur l'appui constant à l'entrepreneuriat des jeunes et sur la promotion d'un travail décent. Et toujours en marge de ces travaux internationaux, les échanges bilatéraux se poursuivent entre les délégations parlementaires, poursuivant ces rencontres bilatérales avec ses homologues. Le président de l'Assemblée nationale, Dilata Mohamed El Etta, s'est entretenu hier en fin d'après-midi à Istanbul avec le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, Mohamed Ould El Rachid. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les institutions parlementaires des deux pays et de la promotion de la solidarité sud-sud. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment le développement des relations bilatérales, le partage d'expériences parlementaires, ainsi que les enjeux régionaux et internationaux dans un contexte marqué par des tensions mondiales accrues. À cette occasion, les deux parties ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente visant à structurer et renforcer la coopération interparlementaire entre les deux institutions. Cet accord stratégique témoigne de la solidité des liens d'amitié entre les deux nations et traduit une volonté commune d'élever leurs relations au rang d'un partenariat exemplaire fondé sur le respect mutuel. À travers ce mémorandum, les deux pays s'engagent à renforcer le dialogue parlementaire et à dynamiser leur coopération tant sur le plan législatif que technique. Les deux présidents ont salué cette avancée significative, réaffirmant leur engagement à œuvrer conjointement pour pérenniser ces dynamiques. Ce mémorandum donc ouvre ainsi la voie à une coopération renforcée entre la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et l'Assemblée nationale de la République de Djibouti. Et dans un autre registre, le secteur de la santé fait face à des défis liés au contexte géopolitique et logistique international. Dans un contexte marqué par une stabilité géopolitique persistante au Proche-Orient, conjuguée à d'importantes perturbations affectant les voies maritimes et logistiques internationales, notamment la fermeture du détroit d'Ormuz et les risques de fermeture du détroit de Bab el-Mandab, le système d'approvisionnement en produits de santé de la République de Djibouti fait face à des contraintes majeures. Conscient des enjeux sanitaires que cette situation pourrait engendrer, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdileh, a présidé une réunion de coordination stratégique, donc mercredi dans la salle de conférence du ministère de la Santé. Cette rencontre a réuni les principaux acteurs concernés afin d'anticiper les risques de rupture de stock et de garantir la continuité des soins au bénéfice de la population. À l'issue des échanges, il a été décidé de la mise en place d'un comité restreint, composé de représentants du ministère de la Santé et des pharmacies privées. Cette structure opérationnelle aura pour mission d'identifier de manière proactive les difficultés liées
à l'approvisionnement, d'évaluer les besoins prioritaires et de proposer des mesures concrètes et adaptées afin de prévenir toute rupture de produits essentiels. Et face à ces contraintes, les autorités sanitaires multiplient les mesures d'anticipation et de coordination. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, a souligné la nécessité d'anticiper et de coordonner la réponse nationale à travers un comité restreint afin de prévenir les ruptures de stock et assurer la continuité des services de santé. Nous l'écoutons. Une réunion avec les responsables des pharmacies privées au niveau de la République du Djibouti. Comme vous le savez, il y a une conjoncture difficile qui se déroule pas loin de notre région, dans le Moyen-Orient. Ces conflits peuvent toucher aussi notre pays. Nous ne sommes pas épargnés. Et donc, le président de la République a mis en place un comité qui travaille sur comment atténuer ces difficultés sur la population djiboutienne. Et donc, plusieurs commissions sont en place. Une commission qui est chargée d'assurer la sécurité alimentaire pour la population. Et le ministère de la Santé a pris aussi les choses en main pour faire en sorte que les médicaments soient disponibles, de aussi contrôler les prix de ces médicaments. Et c'est pour cette raison que nous avons invité tous les pharmaciens de la place pour partager ces informations avec eux et pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer un stock important de médicaments, mais aussi de faire en sorte que les prix ne se répercutent pas sur la population qui Et dans son intervention, le ministre de la Santé a souligné que dans ce contexte régional particulièrement sensible, le gouvernement reste pleinement mobilisé pour garantir l'accès continu aux médicaments et produits de santé essentiels. On écoute le ministre de la Santé. Au niveau du Moyen-Orient, l'objectif principal de cette réunion était surtout de sensibiliser, d'informer, mais surtout aussi d'écouter les pharmaciens des pharmacies privées, comment les voies et moyens pour avoir la pérennité des médicaments, des consommables et des réactifs ici à Djibouti, pour qu'il n'y ait pas de rupture au niveau des médicaments, surtout les médicaments chroniques et les médicaments le plus souvent utilisés par les Djiboutiens, et surtout de mettre en place ici aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques un task force qui va donc suivre l'évolution de la logistique et de l'approvisionnement en médicaments ici au niveau de Djibouti. Cet approvisionnement concerne non seulement les pharmacies privées, mais aussi les pharmacies communautaires des structures sanitaires du ministère de la Santé. Nous sommes conscients que cette perturbation de la logistique d'approvisionnement des produits pharmaceutiques peuvent avoir un impact sur l'approvisionnement en médicaments et en consommables. C'est pour ça que le ministère de la Santé a pris le devant pour expliquer, pour informer et surtout sensibiliser pour éviter Placer l'humain au cœur du progrès, tel est le pari ambitieux que s'est fixé notre pays à travers d'importants investissements dans des infrastructures de qualité. L'État transforme progressivement et durablement l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Et comme le rappelle très régulièrement le président de la République, la santé constitue un droit fondamental et un levier essentiel de la croissance de demain. Quel est le visage de cette révolution sanitaire? Élément de réponse dans ce reportage. En matière de santé, le défi principal dans les années 90 a été une pénurie de professionnels de santé dans toutes les catégories et le manque de compétences spécialisées parmi les médecins, auxquels s'ajoutait un déficit de moyens techniques.
En même temps que le pays renforçait ses moyens, un accent sera mis sur les ressources humaines. C'est dans ce sens que l'école de médecine de Djibouti sera inaugurée en 2007 par le président de la République, qui la considérerait alors comme un pilier indispensable de la politique de santé de notre pays. Le temps lui donnera raison. Grâce à cette faculté, le nombre de médecins par habitant a été positivement impacté. La politique sanitaire va s'intensifier aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur, avec notamment la mise en service en 2012 de l'hôpital régional d'Arta qui offre des soins spécialisés ou des examens à l'aide de scanners et des techniques chirurgicales ultramodernes. D'une capacité de 128 lits au départ, cet hôpital régional qui s'étale sur 5 hectares comporte 7 grands services, dont la maternité, la chirurgie ou encore la cardiologie. Toujours au niveau des régions, inauguré en avril 2016 par le chef de l'État, l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye Warsama de la ville d'Ali Sabieh, qui est un centre hospitalier moderne d'une capacité de 117 lits et qui dispose de tous les plateaux techniques nécessaires. Les différents soins médicaux offerts sont la médecine polyvalente, l'ophtalmologie, la stomatologie, la pédiatrie, les urgences, la maternité, les chirurgies orthopédiques, viscérales, abdominales et évidemment un service de mise en charge, de réanimation. Depuis sa mise en service, cet établissement couvre avec satisfaction les besoins en soins médicaux des 2 régions du Sud, à savoir Ali Sabieh et Dikil. Cette initiative du président Guelleh traduit sa volonté politique qui vise à conférer toute l'autonomie nécessaire aux régions de l'intérieur en matière de santé. Cette politique sera également concrétisée avec l'inauguration par le chef de l'État en décembre 2024 de l'hôpital régional de Tadjoura. Nouveau et moderne, l'hôpital de Tadjoura dispose de tous les services de santé habituels, y compris un pavillon de médecine générale, un service de cardiologie, un bloc pour la gynécologie obstétrique et une section dédiée aux soins ORL, y compris l'ophtalmologie. Cet établissement améliore son offre de services grâce à un plateau technique et à des équipements modernes qui lui permettent d'effectuer immédiatement des réparations et des soins basés sur les diagnostics fournis par une radiologie diversifiée, bien développée et un laboratoire d'analyse de pointe. L'hôpital régional de Tadjoura démontre qu'il dispose d'une gamme complète de services, car il abrite une unité de médecine interne. Une spécialité médicale reconnue, souvent admirée pour sa capacité à fournir des services dans l'ensemble des domaines de la santé. Avec une capacité d'accueil de plus de 50 lits, l'infrastructure hospitalière peut accueillir plusieurs centaines de patients chaque jour. Sa maternité respecte également des normes strictes à l'égard de la santé de la mère et de l'enfant, en plus d'avoir des salles destinées aux soins intensifs qui sont reliées à des salles d'opération dotées des technologies les plus avancées. La construction de ce nouveau bâtiment de santé publique est le fruit d'une collaboration entre notre pays et la République populaire de Chine. Structure sanitaire financée par la fondation Saad Omer Guelleh représente une avancée capitale pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Grâce à ce centre, ils bénéficient de traitements sur place, sans avoir à se rendre à Djibouti. Ce projet illustre une volonté claire de renforcer l'équité en matière de santé et d'améliorer les conditions de vie des populations.
Dans l'offre de soins de santé, le président Guelleh ira plus loin avec l'ouverture, le 28 octobre 2025, d'un nouvel hôpital d'importance régionale, l'hôpital Al-Shifa. Ce bâtiment hospitalier, qui a été construit en 4 ans, couvre une superficie totale de 32 000 mètres carrés, dont 22 000 mètres carrés sont dédiés aux installations bâties. Cet établissement a été réalisé grâce à l'initiative directe du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et a été financé uniquement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Avec une structure prévoyant 150 lits pouvant être étendus à 220, il est conçu pour offrir des services à plus de 500 patients par jour dès son lancement. Son équipement de haute technologie lui permet également de réaliser des soins et interventions avec une grande précision. Ainsi, durant ces 20 dernières années, et en particulier ces dernières décennies, la couverture sanitaire a connu une nette amélioration. L'hôpital Pelletier a par exemple subi des extensions pour accueillir plus de patients et des spécialités. Les plateaux techniques ont été renforcés. L'imagerie médicale modernisée avec l'acquisition des appareils de dernière génération tels que le scanner ou l'IRM. Des nouvelles spécialités ont été également introduites dans l'offre des soins. Dans un autre grand rendez-vous spirituel organisationnel, les préparatifs du Hajj 2026 se poursuivent activement sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes, Momin Hassan Barre. La direction des Affaires musulmanes a clôturé hier au Palais du Peuple une vaste rencontre de sensibilisation consacrée aux préparatifs du Hajj 2026. Cette rencontre a enregistré une forte participation des pèlerins djiboutiens appelés à accomplir le 5e pilier de l'islam cette année. S'étalant sur 3 jours, cette session de sensibilisation s'est distinguée par la présentation d'exercices pratiques simulant les rites du Hajj, notamment la manière d'effectuer le tawaf ainsi autour de la Sainte Kaaba. L'objectif est de permettre aux pèlerins de mieux appréhender les différentes étapes des rites tout en les familiarisant donc avec les dispositions organisationnelles en vigueur dans les lieux saints. Le nombre de pèlerins djiboutiens pour cette saison s'élève à 1400 et qui seront acheminés vers les lieux saints à bord des vols de la compagnie Flinas. Pour la première fois dans l'histoire du Hajj djiboutien, le ministère des Affaires musulmanes a également offert gratuitement les bagages de voyage aux pèlerins. Au cours de cette rencontre, plusieurs ulémas et prédicateurs ont animé les interventions axées sur les dimensions spirituelles du Hajj, mettant en avant son importance dans le renforcement du lien avec Dieu. Lors de la séance de clôture de la session de sensibilisation destinée aux futurs pèlerins, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Barre, a prononcé un discours dans lequel il a présenté les principales réalisations de son département en matière de réforme liées à l'organisation du Hajj. Le ministre a notamment mis en avant les améliorations apportées aux conditions d'hébergement dans les lieux saints, la modernisation des moyens de transport, ainsi que l'introduction de nouvelles technologies au service des pèlerins dans le but de faciliter et de sécuriser leur voyage vers les sites sacrés. Il a souligné que malgré certaines contraintes, le gouvernement djiboutien a consenti des efforts significatifs pour renforcer les préparatifs du Hajj. Il a expliqué que l'avancement des délais d'inscription par les autorités saoudiennes a constitué un défi supplémentaire nécessitant une adaptation rapide des dispositifs nationaux. Le ministre a également rappelé que dans le cadre des réformes engagées, plusieurs améliorations ont été réalisées dans les sites de Mina et de Arafat, notamment en matière d'aménagement, de confort et de climatisation afin d'offrir de meilleures conditions aux pèlerins. Et enfin, M. Momin Hassan Barre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir un pèlerinage organisé, sécurisé et apaisé, permettant aux pèlerins d'accomplir leur rite dans les meilleures conditions possibles de santé et de sérénité. Le ministre des Affaires musulmanes a par ailleurs également souligné l'importance des séances d'entraînement et des simulations organisées à l'intention des futurs pèlerins. Selon lui, ces activités permettent aux participants de mieux comprendre les différentes étapes du Hajj et de se préparer de manière adéquate à l'accomplissement de ce pilier de l'islam.
Il a par ailleurs indiqué la mise en place d'une équipe médicale composée de médecins et d'infirmiers mobilisés pour assurer l'accompagnement sanitaire des pèlerins tout au long du voyage et durant leur séjour dans les lieux saints. Le ministre a également présenté la nouvelle application mobile, Hajj Mobile, conçue pour faciliter l'accompagnement et l'orientation des pèlerins. Cette application propose plusieurs services pratiques permettant de guider les utilisateurs et de les assister en cas de difficulté. Ainsi, en cas de perte ou d'égarement, le pèlerin peut signaler sa situation via l'option « Je suis perdu », ce qui permet à la délégation officielle du Hajj de localiser la personne concernée et d'engager rapidement les démarches nécessaires pour la retrouver. Le ministre a enfin réaffirmé que l'ensemble de ces efforts vise à garantir aux pèlerins djiboutiens un Hajj accepté, harmonieux et accompli dans les meilleures conditions de sécurité, de santé et de sérénité. Et dans un tout autre domaine, les forces de défense renforcent également leurs capacités humaines et spirituelles. Le régiment d'artillerie a abrité hier la cérémonie de clôture de la formation de formateurs dans le domaine religieux, notamment en tajwid et hadith. Cette initiative, une première au sein de l'armée djiboutienne, marque une étape importante dans le renforcement des capacités internes. Au total, 29 personnels militaires issus des différents corps et formations des forces de défense ainsi que de la protection civile ont bénéficié de cette formation. Ils sont désormais appelés à servir en qualité d'imams au sein de leurs unités respectives et à mettre en pratique les compétences acquises, portées par le chef d'état-major général des armées et mises en œuvre par la direction générale des relations internationales à travers la sous-direction des affaires religieuses et du monde musulman. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de formation et de transmission du savoir religieux au sein des forces. À son arrivée, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, a été accueilli avec les honneurs militaires par un piquet d'honneur en présence de l'ensemble des officiers du régiment d'artillerie. Il s'est ensuite rendu dans la salle de cérémonie où étaient réunis les hauts cadres de l'armée djiboutienne ainsi que les chers ayant encadré cette formation, témoignant de l'importance accordée à cette initiative stratégique visant à renforcer les capacités internes en matière d'enseignement et de transmission du savoir religieux. Et la cérémonie a débuté par la récitation d'un verset du Saint-Coran, marquant une ouverture solennelle, empreinte de spiritualité. Cette récitation a été assurée par le directeur de la formation, le sous-lieutenant Khalid Yassine. وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Et à cette occasion, le Cheikh Abdelkarim Daher Suleiman, l'un des principaux formateurs, a prononcé une allocution. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله والعيال إلهي با Et la cérémonie s'est poursuivie par une invocation religieuse, une dua donc prononcée par le Cheikh Haji Moussa.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت يا أرحم الراحمين يا من لا سماء تذله ولا أرض تغله ولا ليل يؤويه ولا نهار يأتيه ولا ظلام يستره ولا ضياء يظهره يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع محموما تفرقا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا مذموما ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل انتهاءنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك. Et moment fort de la cérémonie, la remise des galons et des certificats a été effectuée au profit des 5 premiers lauréats de cette formation de formateurs, la première du genre au sein de l'armée djiboutienne. Cette distinction vient récompenser leur excellence, leur engagement et les résultats obtenus tout au long du stage. Par ailleurs, les organisateurs de la formation ainsi que les formateurs ont également été honorés pour la qualité du travail accompli et leur contribution déterminante à la réussite de cette initiative. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance à la fois solennelle et conviviale par une photo de famille réunissant les autorités militaires, les formateurs, les stagiaires et l'ensemble des participants. Cet instant symbolique a marqué la fin officielle de cette formation, appelée à devenir une référence dans le processus de renforcement des capacités religieuses au sein de l'armée djiboutienne. tahay ilwaadi markiyaan askari gala harligaynu leenahay hebka ugu dhaartoon ogada xilsaaray. Et sur le plan sportif, le football féminin continue de gagner du terrain sur le continent africain. Le Kenya a accueilli avec succès à Nairobi son tout premier tournoi FIFA Women's Series, marqué par une forte participation et un niveau de compétition internationale, confirmant l'essor du football féminin dans le pays et la région. Cette compétition est considérée comme une étape majeure pour le développement du football féminin, offrant une expérience précieuse aux sélections participantes en vue des prochaines échéances continentales et internationales. Et l'économie africaine connaît également des mutations profondes selon les dernières données du FMI. Les données du FMI montrent une évolution de la structure économique en Afrique, marquée par un recul relatif du poids des grandes économies traditionnelles au profit de marchés émergents à forte croissance. Cette dynamique traduit une diversification des moteurs de croissance portés par les réformes économiques, les investissements et l'amélioration du climat des affaires, renforçant la résilience du continent face aux chocs mondiaux. Et enfin, retour sur la situation au Proche-Orient, où la diplomatie tente d'imposer une désescalade progressive des tensions. Un cessez-le-feu de 10 jours est entré en vigueur au Liban dans un contexte de forte tension régionale, marqué par des échanges de tirs ayant fait des victimes des deux côtés de la frontière entre Israël et le Hezbollah. Parallèlement, le président américain Donald Trump a évoqué une possible fin imminente de la guerre avec l'Iran, alors que les acteurs régionaux multiplient les appels à la désescalade et à la poursuite des négociations. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.